Au cœur de la cohue des fêtes de fin d'année, un tremblement de terre sème la panique dans un centre commercial bondé. Alors que le chaos éclate, un acteur saisonnier déguisé en Père Noël refuse de briser l'illusion. Il va utiliser la magie de son personnage pour transformer la terreur en espoir, guidant des dizaines d'enfants et de parents à travers les ruines avec une autorité calme et bienveillante. C'est une histoire sur le pouvoir d'un rôle et le courage d'un homme ordinaire. Si vous aimez les récits de héros inattendus, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Thomas Leduc, du 1er novembre à la veille de Noël, était un royaume de velours rouge et de fausse neige. À 63 ans, après une carrière modeste et discrète comme acteur de théâtre de province, il avait trouvé dans le rôle du Père Noël une sorte de paix, une vocation tardive. Pour la 5e année consécutive, il occupait le trône doré installé au centre de la forêt enchantée du centre commercial Galeries Étoiles, le plus grand et le plus opulent de la région. Ce n'était pas un simple travail alimentaire. Pour Thomas, c'était un article. Il n'était pas un homme en costume. Il était le Père Noël. Il avait passé des mois à perfectionner son rôle. Il avait laissé pousser sa propre barbe, maintenant d'un blanc authentique et soyeux. Il avait travaillé sa voix, lui donnant une rondeur et une chaleur profonde qui pouvaient calmer l'enfant le plus craintif. Il connaissait par cœur les noms des 9 reines, l'histoire de Saint-Nicolas, et pouvait répondre avec une précision sans faille aux questions les plus pointues sur la logistique de la distribution des cadeaux. Son costume, qu'il avait lui-même fait retoucher, était en velours lourd, bordé d'une fourrure épaisse, et ses bottes en cuir véritable étaient toujours parfaitement cirées. Il ne jouait pas un personnage, il l'incarnait. La forêt enchantée était une installation spectaculaire, un décor de carton-pâte et de lumière scintillante conçu pour émerveiller. Des sapins artificiels couverts de fausse neige entouraient le trône. Des haut-parleurs dissimulés diffusaient en boucle des chants de Noël. Et une file d'attente interminable d'enfants, tirés par des parents excités ou épuisés, serpentait à travers le décor. Chaque jour, pendant 8 heures, Thomas était le centre de cet univers. Il écoutait des centaines de listes de souhaits, des plus modestes aux plus extravagantes. Il posait pour des milliers de photos, son sourire toujours patient, ses yeux pétillants de bienveillance. Il avait une mémoire étonnante pour les visages, et il se souvenait souvent des enfants qui revenaient le voir d'une année sur l'autre, ce qui ne faisait que renforcer la magie. Ce jour-là, l'avant-veille de Noël, était le point culminant de la saison. Le centre commercial était un monstre de consommation, une fourmilière humaine en proie à la frénésie des derniers achats. La foule était si dense qu'il était presque impossible de se déplacer. La chaleur, malgré la climatisation poussée au maximum, était suffocante. Et la file d'attente pour voir le Père Noël était la plus longue que Thomas ait jamais vue. Il était fatigué. Son dos le faisait souffrir, la chaleur sous son costume de velours était intense, et le bruit constant, la musique, les annonces, les pleurs des enfants commençaient à lui peser. Mais il ne laissait rien paraître. Le Père Noël ne se fatigue jamais. Le Père Noël est une source inépuisable de joie et de patience. Il venait juste de faire asseoir sur ses genoux une petite fille de 5 ans, nommée Léa, qui lui récitait timidement sa liste. Elle voulait une poupée, un vélo, et que son papa, qui était soldat à l'étranger, rentre à la maison pour Noël. Thomas sentit son cœur se serrer. C'était la partie la plus difficile de son travail. Il ne pouvait pas faire de fausses promesses. Il choisit ses mots avec soin. « Eh bien, Léa, dit-il de sa voix grave et douce, je ferai de mon mieux pour le vélo et la poupée. Pour ton papa, c'est un souhait très spécial. Les papas soldats sont des héros, tu sais, et parfois, leur travail est très important, même à Noël. Mais je vais mettre ton souhait tout en haut de ma liste, et j'enverrai un peu de magie de Noël supplémentaire dans sa direction. » La petite fille lui sourit, ses yeux brillants de l'espoir que seul le Père Noël peut inspirer. Il lui donna un bonbon, et alors qu'elle descendait de ses genoux pour rejoindre sa mère, la terre se mit à trembler. La première secousse fut une surprise, une vibration sourde et puissante qui sembla venir des profondeurs de la terre. Thomas sentit le trône doré vibrer sous lui. Les guirlandes lumineuses dans les sapins artificiels se mirent à se balancer violemment. Un silence perplexe tomba sur la foule pendant une fraction de seconde, le bruit ambiant remplacé par une question muette. Puis, la deuxième secousse frappa, et le monde bascula dans un chaos apocalyptique. Ce ne fut pas une vibration, mais une convulsion. Le sol du centre commercial, ce sol de marbre poli si solide, ondula comme la surface d'un lac. Un grondement terrible, le son de la terre qui se déchire, submergea tous les autres bruits. Le décor de la forêt enchantée se désintégra. Les sapins en plastique basculèrent, leur fausse neige se répandant sur le sol. Des structures d'éclairage suspendues au plafond se balancèrent comme des pendules fous avant que leurs attaches ne cèdent, s'écrasant au sol dans une explosion d'étincelles et de verres brisés. La panique fut instantanée, une réaction en chaîne de pure terreur. Les cris des enfants se mêlèrent aux hurlements des adultes. La foule, si dense quelques secondes plus tôt,
devint une masse compacte et hystérique, poussant, se bousculant, cherchant une issue dans un monde qui avait perdu sa stabilité. Les vitrines des magasins volèrent en éclats, projetant des éclats de verre mortels. Des sections du faux plafond se détachèrent, révélant un enchevêtrement de câbles et de tuyaux. Thomas, par réflexe, s'agrippa au bras de son trône. Il vit la mère de la petite Léa tomber, emportée par la vague humaine. Il vit des gens se faire piétiner dans la cohue. C'était une vision d'horreur. Au milieu de ce pandémonium, il eut une pensée, une seule. Son personnage. Il était le Père Noël. Que ferait le Père Noël dans une telle situation? Il ne paniquerait pas. Il ne fuirait pas. Il rassurerait. Il protégerait. C'était une décision prise en une fraction de seconde, une décision qui n'était pas basée sur la logique, mais sur un instinct profond, l'instinct de l'acteur qui refuse de briser le quatrième mur, même lorsque le théâtre s'effondre autour de lui. Alors que le sol continuait de trembler, il fit quelque chose d'absolument insensé. Il se leva. Il se dressa de toute sa hauteur sur son estrade, sa grande silhouette en rouge et blanc dominant le chaos. Il prit une profonde inspiration et, utilisant la technique de projection vocale qu'il avait apprise au conservatoire, il laissa échapper un son. Un son que tous les enfants et tous les parents du monde connaissaient. Oh, oh, oh. Sa voix, un grondement de baryton puissant et profond, sembla traverser le vacarme. Ce ne fut pas un cri de peur, mais un rire. Un rire plein d'une autorité bienveillante et d'un calme surnaturel. Pendant un instant, un seul instant, la panique sembla se figer. Quelques têtes se tournèrent vers lui, des visages hébétés et terrifiés. Ils virent cette figure iconique, debout au milieu des ruines de son royaume de carton-pâte, non pas en train de fuir, mais en train de rire. Ce fut un acte de folie pure, mais un acte de génie théâtral. Dans un monde qui avait perdu toute sa logique, la seule chose qui semblait encore avoir un sens était la figure immuable du Père Noël. Le tremblement de terre cessa enfin, laissant derrière lui un silence relatif, seulement troublé par les gémissements des blessés et les pleurs des enfants. Le centre commercial était en ruine. Mais au milieu des décombres, le Père Noël était toujours là. Et il n'avait pas peur. Le silence qui suivit le tremblement de terre était un silence lourd, épais, rempli de poussière et de peur. Il était plus angoissant encore que le bruit. C'était le silence de l'après, le moment où l'on prend la mesure de la catastrophe. Ce silence fut brisé par les pleurs. Des dizaines d'enfants, séparés de leurs parents dans la cohue, se mirent à pleurer, leurs petits cris de détresse montant des quatre coins de l'atrium en ruine. Cette vague de chagrin menaçait de relancer la panique chez les adultes, qui erraient, hagards, au milieu des décombres, cherchant leurs proches. Thomas savait qu'il devait agir, et vite. Il devait reprendre le contrôle de la narration, imposer son propre ordre au chaos. Il resta debout sur son estrade, le seul point de repère stable dans ce paysage de destruction. Il balaya la scène de son regard. Il vit des parents qui cherchaient frénétiquement leurs enfants. Il vit des enfants seuls, en pleurs, terrifiés. Il vit la petite Léa, recroquevillée au pied d'un sapin renversé, son visage enfoui dans ses mains. Il prit une autre profonde inspiration et parla à nouveau, sa voix de Père Noël résonnant dans le silence. « Mes enfants, n'ayez pas peur. » Sa voix était un baume, une force tranquille. Ce n'était qu'une grosse secousse. C'est probablement un de mes rennes qui a atterri un peu trop brusquement sur le toit. Rudolf est parfois si maladroit. La déclaration était si absurde, si complètement décalée par rapport à la réalité de la situation, qu'elle provoqua un court-circuit dans l'esprit des gens. Les enfants, en particulier, s'arrêtèrent de pleurer et se tournèrent vers lui, leurs yeux ronds de surprise. Leurs cerveaux, en proie à la terreur, se raccrochèrent à cette explication magique, la seule qui avait un sens dans un monde qui n'en avait plus. Les parents, voyant que leurs enfants se calmaient eux-mêmes un peu, leur attention détournée de la panique pour se concentrer sur cette figure improbable. Thomas avait capté son audience. Maintenant, il devait la diriger. « Il n'y a aucun danger, continua-t-il, son ton devenant plus autoritaire, mais toujours bienveillant. Le Père Noël est là. Mais nous devons être très prudents. Il y a beaucoup de jouets cassés par terre. Je vais demander à tous les enfants de venir me rejoindre ici, près de mon trône. C'est l'endroit le plus sûr. » Il tendit une main gantée de blanc. « Venez, mes petits lutins. Rassemblez-vous autour de moi. » Lentement, un par un, les enfants commencèrent à se diriger vers lui. Certains en rampant, d'autres en marchant prudemment. Les parents, voyant leurs enfants bouger, les suivirent, les aidant, les portant. En quelques minutes, une petite communauté s'était formée au pied de l'estrade du Père Noël. Il y avait une vingtaine d'enfants et une trentaine d'adultes, un groupe hétéroclite de survivants. Thomas avait créé un point de ralliement, un îlot de sécurité psychologique au milieu du désastre.
Il aida la petite Léa à se relever et la fit asseoir sur les marches de son trône. Il s'adressa ensuite aux adultes. Maintenant, les parents. J'ai besoin de votre aide. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Y a-t-il des médecins ou des infirmières parmi vous? Une femme, le visage couvert de poussière mais le regard vif, leva la main. Je suis infirmière. Excellent, dit Thomas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un premier bilan des blessés? Les autres, j'ai besoin de volontaires pour trouver de l'eau. Il doit y avoir des bouteilles dans les débris du petit café, là-bas. Mais soyez très prudents. Il distribuait les rôles, donnait des ordres simples, clairs, réalisables. Il transformait une foule paniquée en une équipe organisée. Il utilisait l'autorité incontestée de son personnage pour créer de l'ordre. Personne ne songeait à le contredire. Comment pourrait-on contredire le Père Noël? Il avait réussi la première et la plus cruciale des étapes. Il avait maîtrisé la peur. Il avait transformé la scène d'une catastrophe en la scène de son plus grand et plus important spectacle. Avec la panique initiale contenue et un semblant d'ordre établi, Thomas commença à organiser sa petite communauté de survivants avec la précision d'un chef d'atelier préparant la nuit de Noël. Il savait que l'inaction était le pire ennemi du moral. Il devait donner à chacun une tâche, un but, pour empêcher les esprits de sombrer à nouveau dans la peur et le désespoir. Il descendit de son estrade et commença à se déplacer parmi le groupe, sa présence massive et rassurante. Il ne marchait pas comme un vieil acteur fatigué, il se déplaçait avec la dignité et la prestance de son personnage. Son premier souci fut les blessés. L'infirmière, une femme courageuse nommée Claire, avait déjà commencé son travail. Elle avait identifié plusieurs blessures, des coupures, des contusions, une suspicion de fracture au bras pour un jeune garçon, et la mère de Léa, qui avait une vilaine entorse à la cheville. Thomas organisa la création d'un hôpital de campagne improvisé dans un coin relativement dégagé. Il demanda à quelques parents valides de rassembler des matériaux. « Mes chers assistants, dit-il d'une voix douce, les lutins infirmiers ont besoin de bandages. Les nappes des tables du café, là-bas, seront parfaites. Et nous avons besoin d'attelles pour le bras de ce jeune elfe courageux. Les montants en bois des sapins cassés devraient faire l'affaire. » Il transformait chaque tâche, même la plus macabre, en une partie du grand jeu de Noël. Les adultes, d'abord hébétés, se mirent au travail, trouvant dans l'action un remède à leur propre anxiété. Ils déchirèrent les nappes en bande, trouvèrent du bois pour les attelles. Claire, l'infirmière, dirigeait les opérations avec un professionnalisme admirable, nettoyant les plaies avec l'eau que d'autres avaient rapportée, utilisant des serviettes en papier comme compresse. Ensuite, Thomas s'occupa des enfants. Il savait qu'ils étaient la clé. Si les enfants étaient calmes et occupés, les parents le seraient aussi. Il les rassembla autour de lui. « Maintenant, mes petits lutins, dit-il avec un clin d'œil, j'ai une mission très importante pour vous. Nous devons faire l'inventaire des jouets qui ont survécu à la secousse de Rudolph. Mais attention, il ne faut toucher à rien de dangereux. Seulement les jouets en peluche, les poupées, les livres. » Il les organisa en petites équipes, leur donnant la responsabilité de fouiller prudemment les débris des magasins de jouets voisins. Les enfants, ravis d'avoir une mission confiée par le Père Noël lui-même, se mirent au travail avec un sérieux et une excitation qui contrastaient de manière poignante avec la gravité de la situation. Ils revinrent avec des trésors, des ours en peluche, des ballons dégonflés, des livres d'images. Thomas les utilisa pour créer un coin des jeux pour les plus petits, un petit espace de normalité au milieu des ruines. Il s'adressa ensuite au reste des adultes. « J'ai besoin d'une équipe d'explorateurs. Le chemin vers le pôle Nord est peut-être bloqué. Nous devons trouver une nouvelle route. J'ai besoin de 3 volontaires, des gens courageux, pour aller voir si les sorties principales sont accessibles. » 3 hommes, dont l'un des alpinistes qui avait été piégé dans le restaurant de montagne dans une autre histoire, se portèrent volontaires. Il leur donna des instructions précises. Ne prenez aucun risque. Avancez lentement. Si le chemin n'est pas sûr, revenez immédiatement. Vous êtes mes éclaireurs, pas mes héros. Il leur donnait non seulement une tâche, mais aussi un cadre, des règles, un sentiment de sécurité. Il était en train de construire une micro-société, avec ses rôles, ses responsabilités et son leader bienveillant. Lui-même n'arrêtait pas. Il se déplaçait constamment d'un groupe à l'autre, offrant un mot d'encouragement, une aide pratique, une blague. Il aida à installer un blessé plus confortablement. Il raconta une histoire à un groupe d'enfants. Il discuta avec l'équipe de l'eau pour s'assurer qu'ils avaient trouvé suffisamment de bouteilles. Son calme était contagieux. Sa performance était si parfaite, si complète, que même les adultes commençaient à y croire. Il ne voyait plus un acteur en costume. Il voyait une figure d'autorité, un leader naturel, un homme qui semblait savoir exactement quoi faire.
Il avait transformé le chaos en un atelier de Noël improvisé, et ses compagnons d'infortune en une équipe de lutins efficaces. La peur était toujours là, bien sûr, une présence sourde et constante. Mais elle était maintenant maîtrisée, contenue par la structure que Thomas, le Père Noël, avait créée. L'équipe d'éclaireurs revint 1 heure plus tard, le visage sombre. Leurs nouvelles confirmèrent les pires craintes de Thomas. Les sorties principales de l'atrium, d'immenses portes vitrées, étaient complètement bloquées par l'effondrement d'une partie de la façade. Il était impossible de passer. De plus, ils rapportèrent des signes d'instabilité dans la structure, des fissures dans les piliers de soutien, des bruits de craquements inquiétants. Rester ici n'était pas une option. Ils devaient trouver un autre chemin. C'est à ce moment que la connaissance intime que Thomas avait du centre commercial, acquise au cours de ses 5 années de service saisonnier, devint un atout stratégique. Il n'était pas seulement un acteur, il était un employé. Il connaissait les coulisses, les passages que les clients ne voyaient jamais. Il savait qu'il existait un réseau de couloirs de service et de zones de stockage qui parcouraient tout le bâtiment comme un système circulatoire secret. Il y a un autre chemin, annonça-t-il au groupe, sa voix ne laissant transparaître aucune inquiétude. Une route secrète que seuls mes lutins et moi connaissons. Elle passe par l'arrière de l'atelier. Le voyage à travers le centre commercial dévasté commença. Ce n'était plus la forêt enchantée, c'était une forêt brisée, un paysage de destruction. Thomas prit la tête du cortège, tenant la petite Léa par la main. Il les guida à travers les décombres, choisissant chaque pas avec soin. Il leur fit contourner les zones les plus dangereuses, là où des câbles électriques pendaient ou là où des morceaux de plafond menaçaient de tomber. Son calme et son assurance empêchaient la panique de renaître. Pour les enfants, ce n'était pas une fuite désespérée. C'était une aventure. Le Père Noël les emmenait visiter les coulisses de son atelier. Il entretenait l'illusion à chaque instant. Lorsqu'ils passèrent devant la vitrine brisée d'un magasin d'électronique, il s'arrêta et dit « Oh là là ! Le lutin en chef de l'électronique a fait un peu de désordre. Il va falloir que je lui parle. » Lorsqu'ils durent enjamber une grande fissure dans le sol, il leur expliqua que c'était une crevasse de sucre d'orge et qu'il fallait faire attention de ne pas tomber dedans. Sa performance transformait la réalité terrifiante en un conte de fées. Ils arrivèrent enfin à une porte métallique discrète, sur laquelle était écrit « Accès réservé au personnel ». C'était l'entrée des couloirs de service. Thomas utilisa une clé passe-partout qu'on lui avait confiée en tant qu'employé pour l'ouvrir. Ils pénétrèrent dans un autre monde. Un monde de béton brut, de néons blafards. Ceux-ci fonctionnaient sur un circuit de secours séparé et de tuyaux apparents. C'était le ventre de la bête, le squelette du centre commercial. Le chemin ici était plus sûr, moins encombré de débris. Mais il y avait de nouveaux dangers. À un moment, ils furent arrêtés par une porte coupe-feu qui s'était automatiquement fermée lors du tremblement de terre. Elle était bloquée. Le mécanisme de déverrouillage manuel était de l'autre côté. C'était une impasse. Le groupe commença à s'inquiéter à nouveau. Mais Thomas resta calme. Il examina la porte, l'esprit de l'acteur laissant place un instant à celui du bricoleur. Il remarqua un petit espace sous la porte. « J'ai besoin de l'aide d'un tout petit lutin, dit-il en se tournant vers Léo, le fils de Sarah, qui était le plus petit du groupe. Il lui expliqua ce qu'il fallait faire, lui montrant un schéma simple qu'il dessina sur le sol poussiéreux. Le garçon, courageux, se glissa sous la porte. De l'autre côté, il suivit les instructions de Thomas et réussit à actionner le levier de déverrouillage. La porte s'ouvrit avec un claque sonore. Un cri de joie accueillit le petit héros. Ils continuèrent leur progression, leur confiance en leur guide encore renforcée. Il n'était pas seulement un leader bienveillant, il était aussi un ingénieur de l'imprévu, un magicien qui trouvait toujours une solution. Le réseau de couloirs de service était un labyrinthe. Des dizaines de galeries se croisaient, menant à des réserves, des salles techniques, des quais de livraison. Sans la connaissance de Thomas, ils auraient été perdus en quelques minutes. Il les guidait avec une assurance tranquille, se repérant à des signes que lui seul connaissait, une couleur de tuyau, le son d'un ventilateur, l'emplacement d'un local poubelle. Il les menait vers son objectif, les quais de livraison, situés à l'arrière du centre commercial, une zone qu'il espérait être moins endommagée et qui offrait une voie directe vers l'extérieur. Mais alors qu'ils approchaient de leur destination, ils firent face à un nouvel obstacle, le plus terrifiant de tous. Une réplique. Le sol se mit à trembler à nouveau, moins violemment que la première fois, mais suffisamment pour provoquer de nouveaux effondrements. Les néons du couloir clignotèrent et s'éteignirent, les plongeant dans une obscurité totale. La panique, cette bête qu'ils avaient réussi à endormir, se réveilla en un instant. Des cris fusèrent dans le noir, les enfants se mirent à pleurer. Ils étaient dans un tunnel de béton, aveugles, et la terre tremblait sous leurs pieds. C'était la situation la plus dangereuse qu'ils aient connue.
Il risquait de se disperser, de se piétiner, de céder à une hystérie collective qui aurait pu être fatale. C'est à ce moment que Thomas accomplit son plus grand tour de magie. Il ne cria pas. Il ne donna pas d'ordre. Il se mit à chanter. D'une voix profonde, riche et rassurante, il entonna Mon beau sapin. Sa voix, seule dans l'obscurité, était une ancre, un phare. Elle n'était pas tremblante de peur. Elle était calme, régulière, pleine d'une chaleur qui semblait repousser les ténèbres. Les pleurs des enfants commencèrent à s'atténuer, remplacés par une écoute attentive. Les adultes, eux aussi, se turent, leur panique apaisée par cette mélodie simple et familière, par cette voix qui incarnait la sécurité et la tradition. La réplique cessa. Mais l'obscurité restait totale. Personne ne bouge, dit la voix de Thomas, toujours calme. Le Père Noël a juste éteint les lumières pour vous montrer quelque chose de magique. Il sortit de sa grande poche un objet. Il y eut un petit bruit de grattement, puis une flamme jaillit. Il avait gardé sur lui un vieux briquet. À la lueur de la petite flamme, leurs visages effrayés apparurent, se tournant vers lui comme des tournesols vers le soleil. Il utilisa la flamme pour allumer une des bougies qu'ils avaient récupérées. « Voilà, dit-il. Une petite étoile pour nous guider. » Il avait transformé l'obscurité terrifiante en un moment de magie et d'intimité. Il avait utilisé la lumière la plus simple, la plus ancienne, pour chasser les ombres de la peur. Guidés par la lueur fragile de la bougie, ils reprirent leur progression. Le couloir devant eux était maintenant partiellement bloqué par des débris tombés du plafond lors de la réplique. Ils durent ramper pour passer, mais ils le firent en ordre, en s'entraidant, leur cohésion renforcée par l'épreuve qu'ils venaient de traverser ensemble. Ils arrivèrent enfin à une grande porte métallique à enroulement. C'était la porte du quai de livraison principale. C'était leur sortie. Mais la porte, normalement actionnée par un moteur électrique, était bloquée. Le système avait été endommagé par le tremblement de terre. Il y avait une chaîne de secours manuelle, mais elle était située en hauteur et elle était grippée. Ils essayèrent de la tirer, mais elle ne bougeait pas. Une fois de plus, ils étaient face à un mur. Un mur d'acier. Mais le groupe n'était plus le même qu'au début. Ils n'attendirent pas que Thomas trouve une solution. Ils commencèrent à travailler ensemble, à proposer des idées. Pierre, l'alpiniste, eut l'idée de grimper sur les épaules d'un autre homme pour atteindre la chaîne plus haut, là où il aurait plus de force. Claire, l'infirmière, suggéra d'utiliser l'huile d'une boîte de sardines qu'ils avaient trouvée pour lubrifier le mécanisme. Ils travaillaient en équipe, sous le regard approbateur de Thomas. Il n'était plus le seul leader. Il avait réussi à leur transmettre sa propre résilience, sa propre ingéniosité. Après une demi-heure d'efforts acharnés, la chaîne commença à bouger. Avec un grincement de protestation, la lourde porte métallique commença à s'élever, centimètre par centimètre, révélant une fente de lumière grise en bas. La lumière du jour. Un cri de joie parcourut le groupe. Ils s'y mirent tous, tirant sur la chaîne avec leur dernière force. La porte s'éleva suffisamment pour qu'ils puissent passer en dessous. Un par un, ils se glissèrent à l'extérieur. Le spectacle qui les accueillit était un mélange de désolation et d'espoir. Le quai de livraison était jonché de débris, mais au-delà, ils pouvaient voir un ciel gris et ouvert. Et ils entendirent un son. Un son magnifique. Le son des sirènes des secours qui approchaient. Ils étaient sortis. Ils étaient sauvés. Ils se regroupèrent sur le parking à l'arrière du centre commercial, un petit groupe de survivants sales, épuisés, mais unis. Ils se prirent dans les bras, riant et pleurant. Les enfants, réalisant que l'aventure était terminée, semblaient presque déçus. Ils regardaient Thomas, attendant peut-être un dernier tour de magie, un dernier mot du Père Noël. Les premiers pompiers arrivèrent, leurs visages graves s'illuminant de soulagement en les voyant. Ils commencèrent à prendre en charge les blessés, à distribuer des couvertures et de l'eau. Un jeune pompier s'approcha de Thomas. « C'est vous qui avez sorti tout ce monde de là ?» demanda-t-il, son regard plein d'admiration pour ce Père Noël improbable. Thomas hocha simplement la tête. « Les lutins ont été très courageux, dit-il, sa voix de Père Noël toujours intacte. » Le chef des pompiers, un homme d'expérience, arriva. Il écouta le récit des survivants, comment ce Père Noël les avait calmés, organisés, guidés à travers les ruines. Il regarda Thomas avec un respect immense. « Monsieur, dit-il, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez fait un travail incroyable. Vous avez sauvé toutes ces personnes. » C'est à ce moment, alors que les caméras des chaînes d'information commençaient à arriver, que Thomas sentit que son rôle était terminé. Le spectacle était fini. Lentement, il porta ses mains à sa barbe blanche et soyeuse et commença à la détacher. Il retira sa perruque, révélant ses propres cheveux gris et clairsemés. Il enleva son bonnet rouge. Le visage qui apparut n'était pas celui du Père Noël.
C'était celui d'un vieil homme fatigué, aux yeux doux et aux traits marqués par l'épreuve. Il y eut un silence stupéfait. La petite Léa, qui se tenait à côté de sa mère, le regarda, ses grands yeux remplis d'une confusion enfantine. « Tu n'es pas le vrai Père Noël, dit-elle, sa voix plus une constatation qu'une accusation. Thomas s'agenouilla devant elle, se mettant à sa hauteur. Il lui sourit, un vrai sourire, un sourire fatigué mais sincère. « Non, ma chérie, dit-il doucement. Je ne suis qu'un de ses aides. Mais je crois que, aujourd'hui, nous avons tous été un peu le Père Noël les uns pour les autres, n'est-ce pas ?» La petite fille réfléchit un instant, puis elle sourit et hocha la tête. L'histoire de l'acteur qui était resté dans son personnage fit le tour du monde. Thomas le Duc devint un héros improbable. Mais il refusa les interviews et les honneurs, retournant à sa vie tranquille dès que possible. Il savait que le véritable héros n'était pas lui, mais le personnage qu'il avait incarné. Il avait prouvé que même dans la plus sombre des tragédies, un peu de magie, un peu d'illusion, et beaucoup de bienveillance pouvaient être les outils de survie les plus puissants de tous. Le rideau était tombé, mais le souvenir de sa performance resterait à jamais gravé dans le cœur de ceux qui l'avaient sauvé.